Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre journal du mercredi 8 septembre, les préparatifs de l'événement du week-end dans l'Aube. Il a lieu tous les 2 ans, les 48 heures automobiles de Troyes. Plus de 300 véhicules en provenance de toute l'Europe sont attendus. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour les accueillir. Reportage en coulisses dès le début de ce journal. Une plongée en forêt à l'occasion d'une visite du préfet au groupement champenois des forêts privées. Elle représente plus de 60% des forêts dans l'Aube. Une séance de formation était organisée récemment pour les propriétaires de forêts. Et puis direction Bar-sur-Seine dans ce journal à l'occasion du passage d'un bus TNT. Il sillonne les communes du département pour renseigner les retardataires avant le passage définitif de la diffusion de la télévision en numérique le 28 septembre prochain. Près de 400 voitures et autant de conducteurs, 1 an de préparation et le stress du top départ. L'équipe d'organisation des 48 heures automobiles de Troyes est au taquet, presque pied au plancher. Le lancement, c'est dans 2 jours maintenant, vendredi. Un événement qui a lieu tous les 2 ans et qui rassemble en moyenne 15 000 spectateurs. Jonathan Boisset a rencontré ce matin les protagonistes de ce rassemblement automobile très attendu côté coulisses. Regardez. Voici à quoi ressemblent les roadbooks qui seront distribués vendredi aux participants des 48 heures. 260 véhicules sont inscrits et plus de 400 au total sont attendus sur les 3 jours. C'est un nombre record de participants en 2010 au rallye international. Et bien évidemment, l'an dernier, on est autour de 120. Là, on approche les 200. On aura plus de 200 voitures anciennes sur le rallye international qui tourne. Au rallye régional, on doit en avoir actuellement 70. Avec tous ceux qui arrivent, ils passent un coup de fil, on peut venir, oui, vous venez. Ils viennent le samedi matin, ils paient leur participation sur place et ils suivent le rallye régional. Donc, je vous laisse ça. Si la majeure partie de l'événement est déjà organisée, à 2 jours du départ, il reste encore quelques détails. Il reste les derniers petits calages, je dirais, les gens qui sont en panne, qui changent de voiture. On a eu une paire d'annulations pour cause de maladie, donc il faut tout de suite rectifier le tir. Ça rectifie les effectifs de repas, par exemple, donc il faut aussitôt recontacter les traiteurs. Et puis on a à faire finir les badges, finir les affichettes pour les boutiques, pour la buvette, des petites choses comme ça. L'essentiel est fait. Demain, on fait la mise en pochette, c'est-à-dire qu'on prépare les pochettes de tous nos participants. Ces pochettes contiennent le roadbook ainsi que les badges et plaques de rallye, encore à l'impression. Il y a également quelques cadeaux. On leur offre aussi la bouteille de champagne, la cuvée spéciale février des 48 heures. Elles seront distribuées à partir de vendredi aux participants lors des départs qui marquent l'aboutissement d'1 an de travail pour les permanents et bénévoles. 1 an avant, il faut déjà s'y coller. Après, c'est tranquille jusqu'au mois de décembre. Et à partir de fin janvier, arrivent les premières inscriptions. Donc commencent les pré-réservations d'hôtel, commence tout ce petit travail de fourmi commence vraiment début janvier. Il n'y a rien de dur, mais il y a beaucoup de petites choses et il faut surtout ne rien oublier. Mais sinon, il n'y a rien de très dur. On a une liste de choses à faire, bon, mais elles sont multiples, les tâches sont multiples. On a une vingtaine de bénévoles au bas mot qui travaillent avec nous sur toute cette petite organisation. Nous, on prépare tout, on fait imprimer, on fait les tirages, on prévoit les quantités et eux, après, ils donnent le petit coup de main supplémentaire, ils apportent le supplément de temps et d'âme à notre préparation. Le public aussi est invité à participer sur le bord des routes et dimanche dans le centre-ville de Troyes. Il peut tenter de gagner cette voiture en participant simplement à une tombola au profit d'une œuvre caritative. Il est possible de participer jusqu'au dernier moment, dimanche 17 h. Cette cuvée 2010 est la 15e édition des 48 heures. Superbe voiture. En effet, toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site web de la manifestation, le www.48heures.com. C'est un lieu historique qui résonne dans la tête de nombreux Troyens. Copainville est en pleine requalification. Ce site, créé en 1950 par l'abbé Honnet, va accueillir d'ici 1 an et demi les locaux de Pôle emploi. On vous en avait parlé dans ce journal. Et depuis lundi, les travaux de démolition ont commencé. Ne restera que le premier bâtiment historique situé au cœur du quartier des Sénardes. Le projet prévoit la construction d'un nouveau local de 700 mètres carrés d'ici 16 mois. Écoutez les précisions du directeur de Troyes Habitat, maître d'ouvrage. Il est interrogé par Cyril Tavernet.
Bien, le chantier a débuté hier. L'objectif est de démolir l'ancien site de Copainville tout en sauvegardant le bâtiment principal compte tenu pour préserver la mémoire de Copainville ainsi que le comité de mémoire créé l'avait souhaité. Nous détruisons les bâtiments épars et les anciennes chambres des étudiants pour y créer un pôle emploi né de la fusion entre les ACDIC et l'UNIDIC. Le pôle emploi va s'installer dans cet endroit, donc dans un bâtiment neuf d'environ 700 mètres carrés et par l'utilisation de l'ancienne halle, un bâtiment de 300 mètres carrés pour faire à peu près donc un bâtiment de 1000 mètres carrés de plein pied. Le préfet de l'Aube, Georges-François Leclerc, en pleine négociation aujourd'hui avec les gestionnaires des forêts privées du département. Il les a rencontrés ce matin dans les locaux du groupement champenois. Les forêts privées représentent 90 hectares sur un total, 90 000 hectares pardon, sur un total de 135 000 dans l'Aube, soit près de 70%. Il s'agissait d'évoquer aujourd'hui notamment la chasse et le plan Natura 2000. Écoutez les explications de Georges-François Leclerc. Il est au micro d'Annabelle Millet. D'abord ont été abordées les questions de chasse, de plan de chasse et de prélèvement. Il est sûr que dans le respect de la concertation et dans le respect de tous ceux propriétaires, mais aussi chasseurs, mais aussi ceux qui utilisent la forêt pour se promener au titre de loisir, il y a un travail de concertation à mener qui permettra peut-être, si on y arrive, de faire progresser le bien-être. Il y a le deuxième sujet qui est un sujet important, qui est un sujet chronique dans la vie rurale française, qui est le sujet de Natura 2000. Je me suis engagé devant les forestiers privés et leurs représentants à maximiser la concertation sur un sujet qui, s'il n'y a pas de concertation, peut être mal compris. Et l'Union de la forêt privée organise d'ailleurs justement des séances de formation pour les propriétaires de forêts privées, car la gestion forestière ne s'improvise pas. Il faut en effet savoir quelles essences planter et à quel moment. Annabelle Millet a suivi récemment l'une de ces formations. Voici son reportage à Fouchères, puis à Chappes. Le groupement champenois permet aux propriétaires forestiers privés, sur 3 jours en septembre et octobre, de consolider leurs connaissances de base nécessaires à la compréhension des enjeux liés à la forêt. Alors aujourd'hui, la partie théorique est consacrée donc à la régénération naturelle et la régénération artificielle, c'est-à-dire sensibiliser les propriétaires au fait que les peuplements vieillissent, qu'il est besoin souvent de les renouveler et les méthodes pour y parvenir. François Vaillant possède 136 hectares de bois de chêne essentiellement. Il a un historique de ces bois datant de son arrière-grand-père. Il a ainsi pu voir l'évolution de son patrimoine forestier, des bois qui jadis n'étaient que taillis. Au bout de 120 ans, maintenant, on a des bois qui correspondent à ce que l'on cherche maintenant. Donc on peut effectivement faire des récoltes annuelles ou tous les 2 ans, ça dépend un petit peu. Après la théorie, la pratique, le petit groupe de propriétaires s'est rendu sur les terres boisées de Jean-Louis Lagarenne. L'intérêt d'une formation comme celle-là, c'est effectivement de comprendre sur le terrain tout ce qu'on peut lire sur des livres et qui nous montrent donc l'expérience et effectivement donc le terrain. Une formation qui permet ainsi de comprendre pourquoi ce petit noyer de 25 ans ne pousse pas dans une terre argileuse. On leur montre d'abord que l'adaptation de l'essence, c'est-à-dire de la variété d'arbres au sol, est une question fondamentale et prépondérante parce qu'on vient de voir un échec cuisant parce qu'on n'avait pas su installer le noyer dans son écologie naturelle, qui sont des sols frais, profonds, et là on l'a mis dans des sols extrêmement lourds et engorgés d'eau, et donc le noyer, 25 ans plus tard, ne donne aucun résultat. Marie Zallard se forme, elle, depuis plus de 18 mois. Elle a reçu en héritage plusieurs parcelles de bois et souhaite voir le patrimoine familial vivant et prospère. C'est important parce que je pense que de toute façon, ça fait partie du respect de la nature. Et pour moi, la nature, c'est important parce que c'est un cadre de vie et un patrimoine naturel que moi, je suis attachée à connaître. Et puis à un petit peu exploiter, enfin le mot exploiter, je trouve que c'est un mot qui peut être péjoratif, mais en tout cas à accompagner. Enfin, j'ai conscience que c'est un patrimoine en fait, et bon, je vais essayer de le gérer au mieux pour le transmettre aussi à mes enfants.
Le cycle de formation 2005-2006 avait concerné 29 stagiaires. Ils sont 35 propriétaires privés pour le cycle 2009-2010. Une progression qui montre un intérêt de plus en plus important pour ces biens, souvent hérités et presque toujours méconnus. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se rendre compte de la richesse que leur forêt représente et à venir demander conseil auprès des professionnels de la forêt. Toujours à propos d'agriculture, les dates officielles du début des vendanges viennent d'être publiées par le syndicat général des vignerons. Elles commencent dès ce vendredi à Mongueux, samedi à Villenox-la-Grande et pour le reste des vignobles au bois, ce sera mercredi prochain, le 15 septembre. Bien sûr, on suivra cet épisode important de la vie agricole de l'Aube. Dans le secteur de Bar-sur-Seine, justement, un bus aux couleurs bleu et rouge a fait une halte le week-end dernier. Un bus consacré au futur passage définitif à la TNT. Il a sillonné les communes de l'Aube pour rencontrer les habitants et apporter des réponses très concrètes à ceux pour qui la TNT ou le mot numérique reste encore du charabia. Il faudra pourtant s'y faire car le passage définitif à la TNT, c'est dans 3 semaines, le 28 septembre. Reportage à Bar-sur-Seine, Cyril Tavernet. La tournée Tous au numérique est passée samedi matin par Bar-sur-Seine et à 10 h sur la place du marché, les Barsécanais étaient nombreux à poser des questions techniques sur le passage le 28 septembre de la télévision en numérique. Je suis un peu perdu, surtout dans la manipulation où on commence tout simplement à prendre la télécommande, à appuyer sur la touche menu. Réglage des chaînes, installation. Réglage des chaînes, et alors à ce moment-là, il y a des menus, sous-menus, des chapitres qui s'ouvrent. Oui. On n'est pas du tout affranchi sur le langage de ces titres. Résultat trouvé, 18 chaînes. Oui. Vous validez par OK. Oui. Et c'est terminé. C'est en principe terminé. Ce petit camion et ses 2 animateurs sillonnent le département depuis le 31 août. En fait, les gens veulent savoir quel équipement adapter à leur télévision ou savoir s'ils auront besoin de faire ou pas quelque chose pour pouvoir justement, après le passage au numérique, besoin de faire un réglage ou savoir si, par exemple, avec une Livebox, SFR Box ou avec Dartybox, ils ont besoin de faire ou non un réglage pour pouvoir bénéficier de la TNT. La maire adjointe chargée de la communication était présente. C'est elle qui a organisé le rendez-vous entre l'équipe de Tous au numérique et la commune. Bar-sur-Seine compte 3500 habitants. Tous ont la télé et tous devront passer au numérique. En ruralité, souvent, je dirais, l'information passe moyennement et c'est important parce qu'il y a quand même une population âgée qui a besoin d'être informée sur ce genre d'événements. Christiane habite Bar-sur-Seine. Elle ne savait pas quel réglage faire sur sa télévision pour être prête le 28 septembre. Ce que je savais pas, c'est que sur ma télé, ma dernière télé que j'ai achetée, que j'avais TNT, qu'il fallait refaire un réglage. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris là, je saurais qu'il y a un réglage à faire. Ce bus a sillonné une grande partie du département, donc le 29 septembre au matin, ceux qui n'auront plus d'images sur leur télévision n'auront plus d'excuses. En tout cas, un message à faire passer puisque vous, si vous nous regardez en ce moment, vous avez déjà la TNT. Bravo. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet d'ailleurs dédié au numérique et à la TNT au www.tousaunumérique.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre le bulletin météo présenté par Sandra Durupt. Un temps toujours gris et pluvieux pour demain. On commence à s'y habituer. Belle soirée à vous. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.